Des déchets, nous en produisons tous les jours, de tout type. Électroménager, informatique, produits en plastique, déchets ménagers. À l'échelle mondiale, pour une bonne part cela se retrouve dans des décharges, si ce n'est dans la nature, sur Terre ou dans les océans. Et pour les obtenir, nous avons utilisé des matières premières, que nous avons extraites de la Terre, que nous avons transformées pour fabriquer des objets utilisés quotidiennement. L'extraction des matières premières sera de plus en plus difficile. Il faudra toujours occuper de nouveaux territoires, chercher les matières toujours plus en profondeur, avec un coût environnemental exorbitant que les populations locales n'accepteront pas forcément. La consommation d'énergie fossile nécessaire à cette extraction augmentera aussi, la rendant incompatible avec le besoin de maîtrise du réchauffement climatique. La demande en hausse de ces matières premières est certes liée à l'accroissement de la population mondiale, au besoin d'élévation de son niveau de vie, mais aussi au fait de toujours nous inciter à consommer plus. La pénurie d'une partie de ces matières premières non renouvelables est annoncée à l'horizon 2050, c'est-à-dire pour demain. Ne mènera-t-elle pas à une hausse du prix de la production des biens que nous consommons régulièrement? Quel en serait le coût environnemental sur la biodiversité et le climat? Cela semble être une équation sans solution. Le développement de l'économie circulaire, même s'il ne peut pas compenser en totalité l'utilisation des matières premières, peut contribuer à limiter les effets prévisibles de leur pénurie, autant pour notre environnement que pour l'inégalité d'accès des populations aux biens de consommation courante. La création du mouvement Emmaüs par l'abbé Pierre en 1949 coïncide avec l'émergence de notre société de consommation. Emmaüs est devenu depuis plus de 70 ans le principal réseau associatif à faire de la revente de biens d'occasion une activité économique à part entière, basée sur les dons des particuliers. C'est une activité qui a toujours servi de support en vue d'accueillir en toute indépendance des personnes en difficulté ou exclues de la société, et leur permettre de retrouver une autonomie par le travail. L'abbé Pierre et son équipe à l'origine du mouvement ont compris très tôt qu'ils proposaient aussi des solutions à des problématiques environnementales. Ils avaient pressenti l'anomalie que générait la société de consommation émergente avec son cortège de déchets et de biens abandonnés croissant. Pendant longtemps, les activités d'Emmaüs étaient alors assimilées à celles de chiffonniers. À l'aube des années 2000, avec la médiatisation des problématiques environnementales et l'émergence de la notion d'économie circulaire, les activités d'Emmaüs correspondaient effectivement au réemploi de biens d'occasion, ce qui est la première activité à développer dans cette nouvelle logique économique. Le mouvement ne s'en est pas tenu à la création de communautés d'accueil pour des personnes exclues de la société. Il a voulu aller plus loin dans la solidarité en aidant des personnes éloignées de l'emploi à venir se former dans des structures d'insertion par l'activité économique. C'est ce que nous explique Yann Fradin, vice-président d'Emmaüs France, en charge de l'économie solidaire et de l'insertion. Dans les années 80, les communautés ont des surplus importants. On a une explosion du chômage de masse qui aboutira d'ailleurs en 89 à la création du RMI pour répondre à cette question de personnes sans emploi et donc sans revenus à l'époque complètement. Et on va développer à ce moment-là toute une série de structures d'insertion par l'activité économique sur tout le territoire national de différentes formes avec des comités de bénévoles, des comités d'amis, avec des structures d'insertion par l'activité économique classiques, je dirais, aujourd'hui, des scopes au niveau par exemple du relais et qui vont développer ce travail-là autour de filières où il y a une masse d'objets qui arrivent, on pense notamment au textile, qui est le gros, où aujourd'hui 50% quasiment du textile passe par des structures Emmaüs, du recyclage du textile, mais également l'ameublement, tout ce qui est autour de l'ameublement, autour des déchets électroniques, électriques et électroniques, donc ce qu'on appelle les déchets, d'ailleurs on va parler de plus en plus de ressources, et puis aujourd'hui autour du livre par exemple, qui est des plateformes livres, qui vont avoir une seconde vie, une troisième vie, quatrième vie, via les boutiques, via tout le réseau des plateformes, des boutiques Emmaüs. Nous allons découvrir 3 exemples de structures d'insertion plus en détail par la suite. Au préalable, pour avoir une base de connaissances communes sur l'économie circulaire, nous allons la modéliser. Nous choisissons de représenter l'économie circulaire à partir d'une approche historique.
Le modèle de production encore en vigueur depuis l'avènement de notre société de consommation est fondé sur une économie dite linéaire. C'est un modèle faisant appel aux ressources naturelles offertes par notre environnement terrestre. Le processus s'enchaîne de la façon suivante. On extrait les matières premières, elles sont transférées à d'autres industries pour fabriquer des pièces. Une fois fabriquées, ces pièces vont former des composants qui sont assemblés soit dans la même usine, soit dans une usine dédiée à l'assemblage. L'ensemble est ensuite réuni pour former des produits finis. Enfin, ces produits sont envoyés à des réseaux de distribution pour être vendus aux utilisateurs. Lorsque ces produits sont en fin de vie ou que l'utilisateur n'en a plus besoin, ils sont destinés à être jetés. Dans le cas général, ils finissent dans une décharge pour y être stockés ou enfouis pour une durée indéterminée. Certains produits peuvent être maintenus en état d'utilisation plus ou moins longtemps avant tout de même de finir par être jetés. Face aux problèmes environnementaux que posent les déchets enfouis en décharge, l'idée de produire de l'énergie à partir de certains déchets a semblé pendant un temps une solution. Toutefois, la valorisation des déchets en énergie pose d'autres problèmes, notamment par la production de gaz polluants et de déchets ultimes toujours présents. Face à cette logique de production et de consommation peu durable, l'économie circulaire est apparue dans les réglementations internationales à partir des années 2000. Elle part de l'économie linéaire pour la transformer. La première étape de l'économie circulaire, c'est le réemploi. Un objet réemployé retourne dans le circuit de distribution pour être revendu d'occasion à un nouvel utilisateur. Cela permet de prolonger sa durée de vie. C'est la principale activité des communautés Emmaüs. Nous découvrirons toutefois une autre forme d'organisation plus élaborée avec l'exemple de la filière de valorisation des textiles où intervient la structure d'insertion Retritex. La seconde étape de l'économie circulaire, c'est la réparation ou le reconditionnement. Elle peut intervenir lorsque l'objet n'est pas réemployable en l'état. Cela implique que des pièces de rechange soient disponibles à l'avance, qu'elles soient neuves ou récupérées sur d'autres équipements usagés. Nous découvrirons un exemple particulier, celui de la structure d'insertion Les Ateliers du Bocage, qui a la capacité de réparer les produits les plus complexes, tels que les ordinateurs et les téléphones mobiles. La troisième étape de l'économie circulaire, c'est la refabrication. Il s'agit dans le cas général de refabriquer des pièces pour devenir le composant d'un produit à réparer. Parfois, et c'est le cas du bois d'ameublement, il est possible de refabriquer de nouveaux objets à partir de matières récupérées sur d'anciens éléments. Nous approfondirons cet exemple en découvrant l'expérience de l'atelier Emmaüs, qui compte parmi les premiers acteurs de son réseau initiant des activités dans ce domaine. Enfin, la dernière étape de l'économie circulaire consiste à recycler les matières de base qui composent les produits. Ces nouvelles matières premières, dites secondaires, sont destinées à former de nouvelles pièces qui vont entrer dans la composition d'autres produits. Emmaüs intervient encore assez peu dans ce domaine. Il existe toutefois un exemple connu, celui de l'isolant Métis, issu de la décomposition de fibres textiles de jeans. Ce produit est fabriqué au sein d'une structure d'insertion, le relais, qui compte parmi les membres du mouvement Emmaüs. L'ensemble des 4 étapes en vert, associées aux 4 étapes au-dessus en bleu, forment des boucles. L'ensemble de ces boucles représente l'économie circulaire des biens manufacturés. Mettre en place des processus économes en consommation d'énergie est un autre principe essentiel de l'économie circulaire. Dans ce sens, l'ordre de priorité des produits valorisés dans les boucles retour doit commencer, lorsque c'est possible, par le réemploi, car l'étape du réemploi est en général la moins consommatrice d'énergie. À l'autre bout de la chaîne, contrairement à une croyance très répandue, le recyclage est la dernière étape à mettre en œuvre dans une logique de développement durable, car souvent la plus gourmande en énergie. Pour organiser les boucles retour de l'économie circulaire, d'autres facteurs sont essentiels. Il y a l'éco-conception. C'est une démarche qui consiste à prendre en compte dès la conception des produits ce qu'ils deviendront tout au long de leur cycle de vie, y compris à la fin de leur utilisation par le consommateur. Il y a aussi la mise en place d'approvisionnements durables. Cela concerne plus des matières premières renouvelables, comme le bois ou certains composants des textiles. La gestion de ces ressources doit permettre à la fois de les préserver et de les exploiter de manière à ne pas nuire à notre environnement. L'économie circulaire est donc un modèle de production et de distribution des biens fondé sur une logique de cycle associée à une consommation durable des ressources et visant une réduction progressive des déchets ultimes. Pour illustrer les étapes du réemploi, de la réparation et de la refabrication, nous allons explorer 3 structures du réseau Emmaüs dont les activités sont les plus abouties dans leur domaine.
Nous commencerons par nous rendre en région Bretagne pour découvrir l'entreprise d'insertion Retritex qui a développé une filière de valorisation des textiles usagés. Son activité illustrera le réemploi. Nous irons ensuite en région Aquitaine pour explorer les ateliers du bocage, entreprise d'insertion qui a développé, parmi d'autres activités, une filière de valorisation des produits high-tech. Elle illustrera non seulement le réemploi, mais surtout la réparation. Enfin, nous nous rendrons en région Auvergne-Rhône-Alpes où nous visiterons l'atelier Emmaüs, association à but social qui valorise les déchets et les rebuts de fabrication du secteur de l'ameublement. Son activité illustrera ce qu'il est possible de réaliser en matière de refabrication. Tout d'abord, commençons par une visite de l'entreprise d'insertion Retritex, située à Pontivy, dans le Morbihan. Retritex est un acteur important de la filière de valorisation des textiles, du linge de maison et des chaussures, dont l'objectif principal est de favoriser le réemploi. Éric Bécard, directeur d'Emmaüs Action Ouest, présente la structure. Retritex est une SARL qui existe depuis 2004 et dont le capital est détenu par un actionnaire unique, l'association Emmaüs Action Ouest. L'origine de Retritex est intéressante. Retritex s'est créé à l'initiative des 12 communautés Emmaüs de Bretagne et de Normandie qui se sont fédérées pour créer un exutoire commun autour de leurs textiles invendus, puisqu'elles avaient plus de dons textiles qu'elles n'en écoulaient en salle de vente. En partenariat avec le Relais, le grand groupe textile du mouvement Emmaüs France. Et globalement, l'activité s'est peu à peu élargie pour créer un groupe, le groupe Emmaüs Action Ouest, qui, après Retritex en 2004, a également créé Retrilog en 2008 sur la filière électroménager et les déchets professionnels, et en 2015, Réemploi et compagnie, qui est chargé d'exploiter la recyclerie de Lorient Agglomération. L'objectif premier, c'est de nourrir un projet social autour du milieu de la gestion des déchets, des métiers logistiques, tri, valorisation, réemploi. C'est-à-dire qu'actuellement, le groupe représente 200 salariés. À 60%, ce sont des postes occupés par des personnes en parcours d'insertion, donc pour une durée maximale de 2 ans. On tient beaucoup à rester ce tremplin vers l'emploi, avec plus d'une majorité de nos emplois dédiés au travail d'insertion. On est soumis à des règles de concurrence. Nous exerçons sur des marchés concurrentiels, le modèle dominant dans le groupe étant entreprise d'insertion. Aujourd'hui, le groupe porte à plus de 80% son budget par ses propres recettes économiques, tout en s'inscrivant pleinement dans les valeurs du mouvement Emmaüs France et plus largement celles de l'économie sociale et solidaire. Pour comprendre le travail quotidien du personnel de Retritex, Frédéric Prosper-Paul, sa directrice, décrit les différentes activités qui y sont menées. Notre première activité, c'est donc de collecter. Et nous avons 2 flux essentiels de collecte. Un premier flux qui est le flux initial en fait, le flux auprès de communautés Emmaüs partenaires qui elles-mêmes collectent des dons de particuliers, prennent pour elles-mêmes les beaux vêtements pour leur salle des ventes et donc redirigent vers nous ce qu'elles n'ont pas vendu ou ce qui n'est pas vendable. Donc ça c'est un premier flux qui représente à peu près 1900 tonnes par an et qui concerne une dizaine de communautés Emmaüs du Grand Ouest. Notre deuxième flux essentiel, en fait, c'est une collecte que l'on fait en point d'apport volontaire. Donc les petites bornes, le relais que nous avons disposées sur le territoire breton, soit sur la voie publique, soit sur les parkings des supermarchés. Et cette collecte représente à peu près 2700 tonnes par an. Par ailleurs, comme nous sommes assez connus localement, nous avons un apport assez important directement sur site d'à peu près 30 tonnes par an. Donc en fait, les opérateurs qui vont être à l'arrivée de l'atelier vont mettre tous ces sacs, souvent les vêtements arrivent dans des sacs, tous ces sacs dans des bacs à roulettes qu'on va peser et qu'on va tracer, puisqu'une des grosses activités que nous devons assurer ici, c'est la traçabilité de nos flux. Donc tout va être pesé et ensuite ces sacs-là vont être ce qu'on appelle nous dans notre jargon craqués et vont alimenter comme ça une chaîne de tri puisqu'ici nous trions sur un tapis de tri. Donc le vêtement va cheminer, va donc passer par le poste de craqueur
dans une goulotte sur un premier tapis et le textile va arriver sur un second tapis où on va avoir à peu près entre 6 et 7 postes de tri. Et peu à peu, on va mettre les textiles qui arrivent sur le tapis dans les bacs de destination en fonction de leur état, de la matière et du cahier des charges des différents clients que nous avons. Allons un peu plus dans le détail. Echan Bakara, animatrice au tapis de tri, précise la destination des textiles par catégorie. Nous avons la qualité mêlée qui est faite pour l'export, qui va en Afrique, donc au Burkina Faso, Madagascar. Et nous avons la qualité Kéro, le tricoté, la laine cardée et la laine qui sera broyée pour servir à faire du tapis, des moquettes. Et nous avons aussi le jean usé qui sert à faire des isolants. Et on a encore autre chose comme catégorie qui est le blanc, les t-shirts blancs sales, tout ce qui est sale, les t-shirts blancs, les draps blancs au coton sale, qui sert à aller dans les usines pour servir de chiffon d'essuyage. Et nous avons aussi les qualités boutique, celles que vous voyez là. C'est le linge que nous trions sur le tapis qui peut aller dans nos boutiques, nos différentes boutiques comme Retritex. Ici aussi, une partie du personnel est employée en insertion. À propos de cette mission sociale, Françoise Louvet, responsable des ressources humaines et de l'insertion, en précise les objectifs. Dans le fond, et je crois que c'est l'aspect le plus positif, c'est qu'on va donner confiance en soi. Et ça va être ça, le principal du boulot. C'est donner confiance en soi. Redonner aux gens l'envie d'apprendre, parce qu'on a très souvent des gens qui ont été en échec scolaire, et pour qui apprendre, ça leur semble impossible, parce qu'ils ont passé leur temps à attendre à l'école qu'ils étaient nuls. Leur donner confiance en eux, ça veut dire aussi leur donner la capacité de poser des questions. Donc tout ça, c'est l'environnement que nous, on va mettre en place pour permettre à la personne de se sentir le plus à l'aise possible dans l'environnement qu'on lui propose, pour qu'elle puisse à la fois développer ses compétences, développer sa confiance en elle-même, développer la confiance qu'elle a dans son environnement, parce que quand elle est avec le chargé d'insertion ou la chargée d'insertion, il faut qu'elle soit en confiance aussi, si elle veut pouvoir parler véritablement de ses problématiques personnelles. Voilà, nous, ce qu'on crée autour de la personne. Je suis d'origine portugaise. Je suis arrivée en France en 2012 et je ne savais pas parler le français. Je savais dire oui, non, merci, pas plus que ça.
Du coup, j'ai fait une formation pour apprendre la langue au CLPS à Lorient. Et une formation de 6 mois à laquelle on devrait faire 3 stages. Et mon 3e stage, je l'ai cherché dans la vente parce que j'avais de l'expérience au Portugal. Et du coup, j'ai fait un stage de 15 jours à une des boutiques Emmaüs à Lorient Plein-Hainaut. J'ai terminé mon stage en fin février et une semaine après, la responsable elle m'a appelé pour me proposer un contrat parce qu'elle a aimé mon travail. Du coup, j'ai commencé à travailler début mars 2015 à la boutique comme vendeuse. Je suis restée 4 mois en insertion. Et quand on est dans l'insertion, on est accompagné par un chargé d'insertion. Et c'était Hélène Leny qui m'avait dit qu'ici à Pontivy, il cherchait une assistante logistique. Et moi, j'avais de l'expérience au Portugal, je travaillais dans le milieu du transport. J'ai envoyé mon CV, ma lettre de motivation, je suis venue à un entretien et j'ai été choisie. J'ai pris le poste d'assistante logistique en juillet 2015. Et ça fait 6 ans que je suis là. En 2019, en septembre, ma responsable Alice Mevel, elle est partie. Et la direction m'a proposé le poste de responsable logistique. Et voilà, je suis arrivée là. C'est le plus gratifiant pour moi dans ce travail. Déjà, il y a le côté transport, c'est ma passion. La logistique, mais c'est le contact avec les gens. Pouvoir aider les gens. Et les valeurs Emmaüs, ça me tient beaucoup. Je pense que c'est le plus gratifiant dans ce travail. Parfois, c'est pas évident parce qu'on a tellement envie d'aider tout le monde et parfois on est déçu parce qu'on n'arrive pas. Mais en général, on arrive quand même et on voit quelqu'un qui arrivait chez nous qui avait rien, il ne savait pas où aller. Et un an après, 1 an et demi après, il a un travail, il a une formation, il a une maison et il a une vie stable. Et ça, c'est bien. Revenons à un sujet plus en lien avec l'économie circulaire en interrogeant Frédéric Prosper-Paul sur les difficultés rencontrées dans la valorisation des textiles. C'est vrai que ça fait un petit paquet d'années que je travaille dans le textile et que je le constate. Nous avons une baisse de la qualité des textiles, une baisse de la qualité des textiles qui sont mis sur le marché. Ce qu'on appelle nous les matières nobles, le coton, les laines pures, les lins, des choses comme ça. On retrouve beaucoup de textiles qui sont très mélangés et donc qui dans le temps tiennent moins. Donc la qualité des textiles mis sur le marché est essentielle en ce qui concerne l'économie circulaire. À celles et ceux qui donnent leurs textiles usagés aux structures du réseau Emmaüs, Frédéric souhaite transmettre un message. Ce qui peut améliorer la réutilisation, et c'est en lien avec l'information, c'est que les citoyens sachent effectivement ce qu'on en fait derrière. Et le grand message qu'on peut donner toujours aux donateurs, c'est de prendre soin du don. Donc de le mettre dans des sacs fermés pour faciliter le travail de manutention que nous avons, mais aussi pour faciliter le fait que le textile arrive dans un bon état et qu'on puisse effectivement le réutiliser. Donc dans des sacs fermés et surtout ne pas mettre de linge souillé ou mouillé, puisque ces textiles qui sont ou souillés ou mouillés sont extraits systématiquement de notre chaîne. Nous posons la dernière question à Frédéric. Peut-on dire que l'économie circulaire et l'économie sociale et solidaire sont indissociables ? Économie sociale et solidaire et économie circulaire. Effectivement des valeurs communes, en tout cas des objectifs communs. Donc le réemploi, puisque l'économie circulaire est définie quand même par la volonté de réemployer un maximum avant de recycler. Le réemploi, c'est déjà limiter notre impact en tant que consommateur sur l'abus de consommation des matières premières. Donc ça va avec les valeurs de développement durable de l'ESS.
Mais au-delà de ça, réemployer, c'est aussi souvent permettre, en tout cas dans nos structures associatives, permettre à pas mal de gens de travailler sur le ménage des petits objets, sur de la couture, sur de la réparation. Donc ça met effectivement à disposition de pas mal de personnes des métiers très intéressants sur lesquels on peut monter en compétences. Et puis, au bout de la chaîne, en fait, ça permet également de remettre sur le marché des produits qui souvent sont de bonne qualité et sont, pour certains, en tout cas moins chers que ce qu'on trouve de première main sur les enseignes plus classiques voilà, de vêtements, de meubles ou d'électroménager. Nous allons maintenant découvrir un exemple de structure du réseau Emmaüs plus orienté vers la réparation de biens d'occasion. Ce sont les ateliers du bocage, situés à Le Pin, dans les Deux-Sèvres. Une de leurs spécialités est le réemploi et la réparation des ordinateurs et des téléphones mobiles. Antoine Drouet, son directeur général, rappelle l'histoire de l'entreprise et l'ensemble des activités qui y sont exercées. Les ateliers du bocage sont une coopérative d'insertion du mouvement Emmaüs, née en 1992 d'une communauté Emmaüs. L'objectif était à la fois de lutter contre le chômage de longue durée en créant des emplois d'insertion, mais également de proposer aux compagnons de la communauté Emmaüs de Mauléon de pouvoir évoluer vers un mode de compagnon, vers un emploi, vers le salariat pour ceux qui le souhaitaient. Pour cela, les ateliers du bocage se sont appuyés essentiellement sur des activités à fort rapport avec l'environnement, avec l'écologie. Alors dans les premières activités qu'on a pu lancer, il y a donc eu les collectes de déchets ménagers en porte-à-porte, il y a eu également les espaces verts, il y a eu également la fabrication, réparation de palettes en bois. Et petit à petit, on s'est tourné vers des activités plutôt en lien avec le numérique, avec le high-tech, avec la collecte et le réemploi possible de cartouches d'impression. Puis l'informatique, collecter des flottes informatiques depuis des partenaires entreprises, administrations pour leur donner une deuxième vie. Et enfin, la téléphonie mobile, au début des années 2000-2010, a émergé également avec le pari fou de pouvoir donner une deuxième vie à des téléphones portables. Nous sommes une SIC, Société Coopérative d'Intérêt Collectif. On connaît beaucoup le monde des SCOP. Les SIC, c'est un peu la petite sœur, puisque ça rassemble dans la gouvernance à la fois les salariés qui peuvent être sociétaires de la coopérative, mais également chez nous des bénévoles, des membres du mouvement Emmaüs. On a plus de 40 groupes Emmaüs, communautés, communautés d'amis, structures d'insertion qui sont sociétaires. Et nous avons également des acteurs économiques locaux, employeurs du territoire, pour qui le projet social compte beaucoup. Et enfin, les collectivités territoriales sont également une catégorie membre de notre coopérative. Le modèle est simple, un homme, une voix, quel que soit le capital apporté, et tous les bénéfices générés par l'entreprise sont réinjectés dans l'entreprise pour ses projets, pour ses salariés, pour continuer à créer de l'emploi. Sarah Maisonneuve, directrice adjointe, présente les activités de valorisation des produits high-tech. Nous collectons pour les entreprises les matériels informatiques et téléphonie mobile qui ont eu une première vie dans les entreprises. Donc nous collectons 600 tonnes de matériel informatique par an et entre 250 000 et 300 000 téléphones mobiles. On va donc commencer par trier ces matériels. Tout ce qui est potentiellement réemployable va être acheminé vers des lignes de process où nous allons déjà tester toutes les fonctionnalités, que ce soit sur des machines informatiques ou sur des téléphones mobiles. Une étape très importante, c'est l'effacement des données, bien évidemment. Nous sommes garants de ne pas revendre des matériels qui auraient encore des données personnelles sur les équipements. Il y a d'autres étapes aussi, par exemple sur la téléphonie mobile, des étapes qu'on appelle décimlocage, où on va débloquer les téléphones du compte opérateur. Et puis, on va réparer si besoin, et si c'était économiquement viable, on va procéder à des réparations. Sur toutes les étapes de ce process, que ce soit de pré-tri ou en test ou en réparation, à tout moment, on peut décider qu'un matériel n'ira pas plus loin, soit parce que vraiment il ne fonctionne plus, soit qu'il est trop vieux, soit qu'il faut le réparer et que économiquement ça ne vaut pas la peine d'acheter des pièces de rechange ou de consacrer du temps à la réparation. Et ces équipements qui n'iront pas vers le réemploi, on les envoie en recyclage dans une usine de recyclage en France.
Pour ce qui est des matériels informatiques, là on va procéder à une étape de démantèlement des matériels. Donc on va déconstruire le matériel, stocker les plastiques d'un côté, l'aluminium de l'autre, les disques durs, les cartes mères à part, la ferraille, et toutes ces différentes composantes seront envoyées en recyclage vers les filières adaptées. Pour les téléphones mobiles, avant de les envoyer en recyclage, on va extraire la batterie et les batteries seront envoyées vers une filière adaptée de traitement des batteries, tandis que les téléphones seront conservés dans leur intégralité, envoyés au recycleur qui lui se chargera par des procédés de broyage ou des procédés chimiques d'extraire les matières. Il faut savoir que dans des téléphones, par exemple, on va trouver de l'or, de l'argent, du cuivre, des terres rares, que tout ça va être récupéré et reconditionné en lingots, par exemple, et réutilisé pour fabriquer de nouveaux matériels. Nicolas Lebeau, aussi directeur adjoint, explique ce que deviennent les matériels réemployables. Tous les matériels qui sont travaillés dans les ateliers, donc en informatique et en téléphonie, dès que c'est prêt pour une seconde ou une troisième vie, ça arrive au pôle numérique solidaire. C'est-à-dire toute la partie aval, elle va être au pôle numérique solidaire qui va récupérer et stocker la marchandise et qui va en fait être chargé d'une redistribution suffisamment rapide. Parce que la problématique qu'on va avoir, c'est qu'on est face à du matériel qui, dans tous les cas, que ce soit téléphonie, où c'est encore plus rapide, ou informatique, il y a une obsolescence qui est liée à la fois aux applications, aux logiciels qui va accroître l'obsolescence des matériels. Et puis on a aussi les problématiques de batterie qui ne sont pas très bonnes enfin c'est pas très bon quand on a des batteries qui vont être maintenues dans des stocks avec des températures qui vont avoir un écart, etc. On va se retrouver souvent avec des batteries un peu défaillantes. On a un stock central et ensuite on alimente avec ce stock central tous les canaux. On a 4 boutiques physiques, une à Poitiers, une à Niort, une à Bressuire et une ici qui fait un peu magasin d'usine. On a des canaux internet qui sont complémentaires les uns des autres, justement pour favoriser une rotation suffisamment rapide. Si on a des longues séries, on va avoir tendance à utiliser Back Market, qui est le leader du matériel reconditionné, où il y a une force de frappe importante. Et sinon, si on a une bonne variété de stock, mais dans des quantités correctes, on va utiliser Label Emmaüs, qui est la place de marché de l'économie sociale et solidaire, et on va utiliser notre site internet et nos boutiques, qui vont être des canaux suffisants. Et ensuite, pour tout ce qui va être matériel informatique, essentiellement, on va avoir des canaux complémentaires. Tout ce qui est vente sur devis pour les associations, donc par le biais du fichier de Solidatech, et on est connu pour ça aussi. Solidatech, on est connu pour les logiciels, mais on est aussi connu pour le matériel. Et on va avoir de la même manière des PME, des collectivités, des entreprises qui vont nous commander du matériel. Donc là, on va travailler sur devis et sur expédition sur palette. Et puis, pour tout ce qui reste, on va dire, il va rester des quantités d'unités centrales, par exemple, qui sont un peu plus anciennes, avec des processeurs un peu plus anciens, qui ne sont plus tellement convenables pour le marché français. On va avoir une activité de vente en lot, qui s'appelle aussi broking. Et là, on va exporter vers des pays de l'Est, par exemple, vers des pays peut-être au nord de l'Afrique aussi un petit peu, mais surtout pays de l'Est. On va exporter des camions complets de matériel unité centrale, parfois quelques PC portables, et puis des téléphones de plus petite configuration. Émilie Brunetière, coordinatrice de l'insertion, précise la mission sociale de l'entreprise. Le but social des ateliers du blocage, c'est de s'appuyer sur des activités économiques pour proposer un emploi à des personnes, donc différents types de contrats, des contrats CDI, CDD, mais aussi des postes d'insertion. On propose des parcours à des personnes qui peuvent rencontrer des freins à l'emploi, des freins divers autour de la mobilité, du logement, de la santé, et à qui on propose un contrat de travail assorti d'un accompagnement leur permettant de lever ces freins, et ce parcours doit être un tremplin vers une formation ou un emploi de leur choix. Les ateliers blocage, c'est aussi effectivement une entreprise adaptée. En fait, on accueille 10 personnes reconnues travailleurs handicapés qui peuvent avoir un handicap psychique, cognitif, physique, et pour qui on adapte un poste de travail qui leur permet donc de travailler dans des conditions adaptées à leur handicap. Ce sont des postes en CDI, donc ça permet une stabilité pour ces personnes-là. Et ce sont des personnes qu'on accompagne, qu'on encadre
à leur poste de travail, mais aussi à qui on propose un accompagnement social et professionnel, ce qui permet de prendre la personne dans sa globalité. En parallèle, à une époque, eh bien, on a aussi pérennisé des postes d'insertion. C'est-à-dire que les personnes ont pu faire leur parcours aux ateliers du bocage et on leur a proposé de poursuivre. Donc elles ont pu obtenir un CDI à la suite de leur parcours. Aujourd'hui, c'est à peu près 40% des opérateurs qui sont passés par un parcours d'insertion et ou un parcours en communauté Emmaüs. En quelle année vous êtes arrivé Alors, je suis arrivée en France en fin 2009. Fin 2009. En début 2010. Vous étiez en insertion quand vous êtes arrivé ici? Oui, j'ai travaillé 2 ans avec contrat d'insertion. À quel poste? J'étais même opératrice téléphonie depuis mon début jusqu'à maintenant. Et ça n'a pas été trop difficile d'apprendre? Si, un petit peu. C'est pas boulot, c'était difficile. C'était la langue plutôt. Je ne connaissais pas la langue française. Et puis, mais les gens, ils me sont aidés beaucoup. Et puis, j'ai appris un peu la langue, en même temps, boulot aussi. Donc, c'était pas mon domaine, parce que moi, je viens du Kosovo. Et puis, là-bas, je faisais un autre travail. Et puis, ici, c'était un challenge pour moi. Mais là, en même temps, ça m'a permis d'apprendre la langue française. Après, ici, en atelier, à peu près, on est polyvalente. On ne fait pas que ces postes-là. On fait les chargements, on fait pétri, on fait conditionnement. Après, moi, personnellement, je m'occupe de 2-3 postes. Mais maintenant, ce n'est pas difficile. Maintenant, je connais le boulot. Et puis, la langue française, j'ai appris. Voilà, pour se comprendre. Après, c'est vrai, la langue française, ce n'est pas évident. Les perspectives, c'est de rester là encore pendant un moment? Ben oui, je crois oui. Après, j'aime bien ce boulot-là. Je me suis attachée dans cette entreprise. Après, peut-être, j'en sais rien, en l'avenir. Moi, au Kosovo, je travaille en comptabilité. Mais malheureusement, je n'avais pas une diplôme fixe là-bas. Je travaillais un peu avec une formation. Donc, pour l'instant, oui, je pense que je vais rester ici. Après, on verra plus tard. On voit toutes les billes d'étain, tous les points lumineux. Toutes les petites billes qu'on voit, c'est les billes de fixation qui vont venir fixer la puce et faire les contacts électriques après avec... Donc vous allez devoir chauffer une nouvelle fois pour... Voilà. Là, je mets ce qu'on appelle du flux dessus. Le flux, ça sert à aider à chauffer l'étain pour qu'il rentre plus facilement en fusion et éviter que les billes entrent en contact entre elles et génèrent des courts-circuits. Là, c'est bon, c'est réparé. Nicolas Lebeau nous parle des freins au développement de l'économie circulaire des produits high-tech. Il faut se rendre compte d'une chose, c'est que le législateur il a tendance à demander, et même la société civile a tendance à demander aux fabricants de fabriquer des matériels de plus en plus facilement réparables, où on peut accéder en fait à toutes les pièces facilement, et que ce ne soit pas des choses cachées, thermocollées, etc. Et pour l'instant, on n'est pas tellement suivi et pas tellement écouté par les industriels, parce que les industriels font des matériels de plus en plus compacts, miniaturisés, soudés, thermocollés, avec des mélanges. Et ça devient extrêmement compliqué à réparer. Sarah Maisonneuve a un message à transmettre aux propriétaires de téléphones portables. Si on parle des téléphones mobiles, les particuliers ont tendance à retenir leur téléphone
dans leur tiroir. Donc quand ils en ressortent, c'est déjà trop tard. Ils ont passé 5-6 ans au fond des tiroirs. On peut encore les recycler, mais le potentiel de réemploi, il est passé. Le téléphone, il est trop vieux, il est obsolète. Donc il y a un vrai enjeu à sensibiliser les particuliers dès qu'ils ont terminé d'utiliser un téléphone, eh ben de leur dire où le donner, quoi en faire pour qu'il puisse être réemployé, qu'on puisse encore l'utiliser 2-3 ans supplémentaires avant de le recycler. Claire Metz, responsable qualité, a aussi un message à transmettre aux professionnels des entreprises. Alors le numérique responsable, c'est quoi? C'est faire en sorte que le matériel numérique qui est mis à disposition des salariés dans les entreprises soit utilisé au cours de leur fonctionnement dans l'entreprise de manière responsable, c'est-à-dire en faisant des éco-gestes, supprimer ce qu'on n'a pas besoin dans notre ordinateur, ne pas stocker inutilement des données sur un serveur, puisque ça consomme énormément d'électricité pour pouvoir refroidir ces nombreux data centers. Et puis le numérique responsable, ça va jusqu'à la fin de vie. Penser à pouvoir donner une deuxième vie à l'équipement qui va être renouvelé au cours de sa vie dans les entreprises, le mettre à disposition d'entreprises comme les nôtres, acteurs de l'ESS, acteurs de l'économie circulaire, qui eux vont pouvoir permettre de leur donner une deuxième vie et servir, donc plutôt du point de vue RSE, responsabilité sociétale des entreprises, à des associations, à de l'aide pour les plus démunis ou ceux qui auraient vraiment besoin de matériel. Claire a une idée précise de ce qu'il faudrait mettre en œuvre pour développer l'économie circulaire des produits high-tech. À l'avenir, ce qui devrait évoluer, c'est plutôt l'éco-conception, réfléchir dès en amont à la fabrication du matériel high-tech, à la fois dans la recherche des ressources premières, qu'elles soient plus vertueuses, mais à la fois en cours d'usage pour prolonger la durée de vie et l'utilisation à bon escient du matériel, entre autres pour l'obsolescence programmée, et puis sur la fin de vie, donc plutôt la partie deuxième vie, apporter une deuxième vie à l'équipement, et c'est ce qu'on fait nous aussi dans les ateliers, c'est de pouvoir prolonger la durée de vie du matériel high-tech, et puis jusqu'à la fin, donc la partie recyclage, aller jusqu'au bout, trouver des filières de recyclage, et tout ça, ça se réfléchit en amont lors de l'éco-conception. La dernière question sera pour Antoine Drouet. Peut-on dire que l'économie circulaire et l'économie sociale et solidaire sont indissociables? Si on prend 10 000 tonnes de déchets et qui sont voués à l'enfouissement, on crée un emploi. Si ces 10 000 mêmes tonnes de déchets sont amenées vers de l'incinération, c'est 3 emplois. Si on les confie à l'économie sociale et solidaire, c'est 800 emplois potentiellement qui peuvent être créés. Le modèle qui va vraiment transformer les choses en termes de création d'emplois, ça va vraiment être sur les phases de réemploi, de réparation, et donc d'allongement de cette durée de vie, avant même de penser au recyclage, qui est forcément nécessaire à partir d'une certaine étape, d'un certain moment, mais qui ne doit pas être vu comme la première solution, puisqu'un équipement peut avoir une durée de vie certainement plus importante grâce à ce travail de réemploi et de réparation. Si on prend un téléphone portable, on estime que 80% de l'empreinte carbone est vraiment sur le cycle de fabrication. Ce n'est pas son utilisation, c'est vraiment lorsqu'on fabrique cet équipement-là qu'il y a un impact significatif au niveau écologique. Donc pour nous, il est vraiment prédominant de réemployer, réutiliser, réparer ces produits-là pour ne pas repasser par cette case fabrication. Pour illustrer l'activité de refabrication, nous avons choisi de visiter l'atelier Emmaüs, situé à Villeurbanne, dans la banlieue de Lyon. C'est une association spécialisée dans la refabrication à partir de la récupération de mobiliers usagés ou de rebuts de fabrication. Florian Weber, chargé de développement, est missionné pour présenter l'association. L'atelier Emmaüs est une association loi 1901, créée en 2017 par Guillaume Poignon, le directeur, et Lisa Lejeune, une designeuse. On est adhérent au mouvement Emmaüs France, dédié à la lutte contre l'exclusion par le travail à la menuiserie. Guillaume a travaillé auparavant chez Emmaüs France, dans la filière de recyclage, et il est parti du constat qu'il y avait trop peu de transformation des matériaux. Et donc, il est parti de ce constat-là pour lancer l'atelier Emmaüs.
On va avoir 4 principales activités. On a l'activité d'agencement, ça va être la fabrication et l'agencement de mobilier fait sur mesure. Pour cette activité-là, on est à peu près à 50% de réemploi. On va avoir l'activité d'édition, là ça va être de la production de petits mobiliers en série. On est là à 100% de réemploi pour notre activité d'édition. On va avoir l'activité de fabrication collaborative, c'est-à-dire qu'on va avoir des ébénistes qui vont se rendre en pied d'immeuble pour réaliser des fabrications avec les habitants de quartier. Et on a également des formations Emmaüs qu'on réalise plusieurs fois par an avec des compagnons ou même tout salariés du mouvement Emmaüs. Florian nous parle plus précisément des réalisations issues des activités de menuiserie. Donc une de nos activités principales, ça va être l'édition. Donc on a 5 produits d'édition qui ont été réalisés par des designers de renom, Yona Vautrin, le Studio 55, Lisa Lejeune, et qui en fait ont été conçus spécialement pour être des supports pédagogiques pour nos artisans apprenants. Et donc on peut observer là différents objets. On a par exemple les Henri, qui ont après été déclinés en différentes coloris. On a aussi également des éditions spéciales qui sont parfois réalisées. Il y a ce Henri là par exemple qui a été réalisé à partir de décors de théâtre qui ont été récupérés. On a aussi d'autres produits comme ces petites smalas. Et sur chaque objet, en dessous, on a une petite plaque pour montrer le nom du designer, mais également accolé au nom du designer, on a le nom de l'artisan apprenant qui a fabriqué l'objet. Comme ça, on met au même niveau les artisans apprenants et les designers. Et donc nous, on se situe sur une base vraiment plutôt haut de gamme, parce que ce qu'on veut montrer, c'est que le réemploi, c'est pas forcément associé à de la basse qualité, et on veut montrer justement qu'on peut réaliser des beaux objets avec des matériaux de réemploi. Donc on se situe vraiment sur du haut de gamme avec nos objets d'édition. On a les lampes Georges, qui sont les plus compliqués et difficiles à réaliser. C'est aussi notre produit le plus cher. Donc on a celle-ci. On va avoir également les patères. On va avoir les patères qui sont ici. On les vend soit à l'unité, soit par lot. Donc on a aussi également ces produits, les Lucie, qui sont des étagères murales. Et on a une activité, c'est de la fabrication et de l'agencement sur mesure. On fait appel à des designers, on ne fait jamais ça nous-mêmes, on fait appel à des designers et des architectes d'intérieur pour réaliser. Et on essaye d'inclure au maximum de matériaux de réemploi. Pour l'agencement, on n'est pas à 100% comme pour l'édition, parce que des fois, au niveau technique, il y a des choses qui ne sont pas forcément réalisables. Par exemple, on a ces tables qui ont été réalisées là-bas par Émilie Giraud. Celles-ci, elles ont été réalisées la surface à partir de plateaux de bureaux récupérés dans les locaux d'Iveco. Ils ont décidé de réaménager leurs locaux et se débarrasser de tous leurs plateaux de bureaux. Donc on les a récupérés et à partir de ces plateaux de bureaux, nous avons fait cette surface ici. Les pieds qui sont là, ils ont aussi été récupérés, collectés chez une entreprise qui voulait s'en séparer. Donc dans cette table-là, il y a uniquement les pieds qui sont ici, qui vont être en matériaux neufs. Tout le reste, c'est du réemploi. Et donc pour cette table, on a un chiffre de 66% de réemploi. Et on a fait 31 tables comme ça, ce qui représente 558 kg de réemploi. Et en termes d'heures d'artisans apprenants qui ont travaillé dessus, ça représente 74 heures. Nous profitons d'une réalisation récemment terminée pour découvrir un client particulier intéressé par le travail de l'atelier. On se positionne donc sur un marché de haut de gamme et c'est un exemple typique de notre positionnement. On a répondu à un appel à projet du Mobilier National dans le cadre d'une campagne d'acquisition d'ameublement des plus hautes institutions publiques. Il faut savoir que l'appel d'offres privilégiait les projets à caractère innovant et voulait également mettre la démarche de design et d'artisanat en avant. Et donc nous, à travers ces produits-là, on les a réalisés avec des plateaux de bureaux récupérés dans une école élémentaire de Lyon. On a laissé les marques de son ancienne vie
pour montrer le passé de ce plateau. Et derrière, on peut observer pour le fond qu'on l'a réalisé à partir d'un tableau à craie qu'on a récupéré chez Minica, l'association avec laquelle nous partageons nos locaux. Donc ce meuble est réalisé à 100% à partir de matériaux de réemploi, de plateaux de bureau et de tableaux à craie. Pour s'adresser à une large clientèle de professionnels en plus des particuliers, l'atelier est membre d'un collectif. Zoé Bétus nous le présente. L'atelier Emmaüs fait partie du Studio Emmaüs, qui est un collectif qui regroupe 3 structures qui font la même activité que l'atelier Emmaüs. Donc c'est un collectif qui a été créé il y a 2 ans et qui regroupe donc 3 ateliers, 2 qui sont sur Paris, plus l'atelier Emmaüs. L'intérêt d'avoir un collectif, c'est qu'on a un catalogue commun aux 3 ateliers, donc ça permet de proposer aux clients un panel d'offres variées. Et ensuite, quand on se positionne en tant que déjà un groupement, on a plus de chances de pouvoir répondre à des marchés publics, par exemple, qui sont des gros marchés. Un des objectifs aussi du studio, c'est de pouvoir développer plein d'ateliers d'upcycling un peu en France. Et du coup, un de nos gros sujets, c'est de pouvoir créer un accompagnant, un parcours d'accompagnement qui est en train d'être créé actuellement, pour justement initier d'autres groupes Emmaüs à pouvoir traiter leurs déchets qu'ils jettent. Comme toute organisation membre du réseau Emmaüs, l'atelier a aussi une mission sociale. Florian en rappelle l'objet. Les artisans apprenants arrivent chez nous pour une durée de 30 jours. Le but est, dans un premier temps, de leur réapprendre des savoir-être de base, la ponctualité, savoir gérer les mesures de sécurité, remettre ou mettre tout court un pied dans le monde du travail. Après, il y a bien sûr l'initiation à la menuiserie. Et surtout, notre principale mission, c'est de leur redonner confiance en eux. Et on part du principe que fabriquer un bel objet permet de se retrouver beau. Et donc, c'est par ce travail manuel qu'on les aide à retrouver confiance en eux. Nous interrogeons Guillaume Poignon, directeur de l'atelier Emmaüs, sur la place de la refabrication dans le marché de l'ameublement. Quand on arrive dans le champ de la refabrication, c'est-à-dire comment avec 2 tables d'un style ancien, on va faire une plus grande table mais d'un nouveau style, et puis apporter des savoir-faire artisanaux dessus pour que ça corresponde davantage aux besoins actuels, là je pense qu'il y a un énorme potentiel de développement. Pourquoi ? Parce que les usages changent. Les besoins d'une table de salon d'il y a 10 ans ne sont pas les besoins d'une table de salon d'aujourd'hui. Et c'est d'autant plus vrai pour les entreprises. Les besoins dans les bureaux après le Covid ne sont pas les besoins dans les bureaux avant le Covid. Et il n'y aura pas que le Covid. On va avoir beaucoup de, comme il y a déjà eu, d'évolutions dans les façons de travailler, les façons d'être à la maison, les façons d'être au boulot, qui vont faire qu'une table des années 2000, c'est pas une table des années 2020 ni des années 2030. Donc c'est là qu'on touche la limite du réemploi. Mais ça ouvre les champs des possibles sur la refabrication. À partir du moment où on s'outille correctement pour intégrer des compétences artisanales dans le champ de l'économie circulaire, là on ouvre les possibles, parce que il y a fort à parier qu'en 2030, en 2040, les meubles auront toujours 4 ou 3 pieds. Il y a fort à parier qu'on aura quand même encore 4 catégories que seront les rangements, les plans de pause, la literie et les plans de travail. Donc en fait, c'est ça que permet l'artisanat et la refabrication, c'est de venir réagencer les différents composants d'un meuble, les travailler, les découper, les peindre, les laquer, les détourner de leur usage initial parfois, les compléter avec du matériau neuf, on le fait parfois aussi, pour répondre aux nouveaux usages, que ce soit dans les bureaux ou chez les particuliers.
Nous interrogeons aussi Guillaume sur les évolutions à prévoir en faveur de l'économie circulaire du secteur de l'ameublement. Il y a un développement majeur du secteur du meuble à venir, c'est la loi AGEC. C'est une loi qui va obliger le marché à évoluer vers une proportion significative de recyclage, réemploi, refabrication. Et là, on ne parle pas de marge comme aujourd'hui. En fait, le marché du meuble, il a à sa marge, tout petit dans l'épaisseur du trait de crayon, il a un petit peu de réemploi sympathique, voilà, dont on fait partie nous. Mais demain, c'est 20% de ce marché qui va devoir évoluer vers l'économie circulaire. Et dans ces 20%, il y a encore 20%, donc 4 points, qui vont devoir être du réemploi ou de la refabrication. Et ça, c'est énorme, en fait. Ça représente, je crois, plus de 30 millions d'euros par an. Aujourd'hui, l'économie circulaire, le secteur du réemploi et de la refabrication en France, pour le mobilier, n'est pas du tout dimensionné comme ça. Donc on va avoir un cap à passer pour pouvoir servir ce nouveau marché. Nous demandons enfin à Guillaume son point de vue sur les liens entre économie circulaire et économie sociale et solidaire. Pour moi, l'économie circulaire n'a de sens que localement. Ça n'a pas de sens en fait de faire voyager des déchets d'un bout à l'autre de la France pour les réintégrer à des circuits de matières premières secondaires. On perd l'impact carbone là, par le transport. Et donc, quand on fait ce postulat-là, l'économie circulaire est forcément une affaire de bassin de vie. Il y a de la production de déchets sur un bassin de vie et on va les réintégrer sur ce même bassin de vie dans une production d'objets neufs. Pour moi, quand on s'intéresse à un bassin de vie, on s'intéresse aussi aux personnes qui, sur ce bassin de vie, vivent des situations de rupture, vivent des situations d'exclusion. Et donc s'intéresser à l'économie circulaire, c'est s'intéresser au bassin de vie, et s'intéresser au bassin de vie, c'est s'intéresser aux personnes qui y vivent et qui y travaillent ou qui pourraient y travailler, quel que soit leur profil. On n'est plus à piocher sur l'étagère mondiale de la disponibilité immédiate de telles compétences, de telles ressources primaires. On n'est plus à faire ça. Ça, c'est une époque révolue, en fait, pour moi. On est à s'intéresser à son bassin de vie et se dire, OK, on a une production de matières premières secondaires, on a des personnes. Comment on fait pour mélanger les deux et faire une production de nouveaux objets qui répondent aux enjeux de notre époque? Au-delà des 3 exemples qui viennent d'être étudiés, il est important de rappeler que toutes les structures du mouvement Emmaüs participent au développement de l'économie circulaire. D'abord, ce sont 122 communautés, composées notamment de compagnons et de compagnes, qui, en général, pratiquent le réemploi et occasionnellement la réparation de certains produits. Ensuite, ce sont 42 comités d'amis, organisations composées uniquement de bénévoles, qui exercent les mêmes activités que les communautés et toutes ensemble ont créé la plupart des structures d'insertion. Ce sont enfin 52 structures d'insertion dont la création a été motivée non seulement dans un but social, mais aussi pour organiser en filières spécialisées la valorisation de certains produits présents en très grand nombre dans les communautés et les comités d'amis. Pour faciliter la revente à l'échelle nationale des produits d'occasion issus des 216 structures précédemment mentionnées, le site de vente en ligne Label Emmaüs complète le dispositif. Les organisations du mouvement Emmaüs en France mettent ainsi en œuvre tous les aspects de l'économie circulaire, que ce soit le réemploi, la réparation, la refabrication et même le recyclage.